Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. C'est aujourd'hui un œil de Kousma un peu particulier que je vous convie pour analyser le chambardement du monde en cours, accéléré en fait, puisque c'est quelque chose qu'on vous présente maintenant depuis très longtemps. Les fractures, les fissures sont nombreuses, elles sont toutes en train de s'ouvrir en même temps sur de nombreux fronts, et particulièrement à Davos, le point ultime de la mondialisation, de la globalisation depuis des décennies, eh bien, c'est là que l'ordre mondial occidental, né de la fin de l'URSS et de la guerre froide, le monde de l'hégémonie occidentale, s'écrase, s'effondre quelque part sur ses propres dogmes et face à une réalité que les dirigeants européens ont une peine incommensurable à accepter et surtout à y faire face. Alors, je m'excuse par avance pour les hésitations et les petites pauses que je pourrais faire. Les données à traiter sont tellement nombreuses et les mettre en cohérence demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Et nous sommes pris sur plusieurs fronts. Hier, on était à Strasbourg, devant le Parlement européen. D'ailleurs, victoire, la pression des paysans, comme quoi la mobilisation paye, eh bien, a permis un vote donc, du Parlement européen qui a voté pour la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne à 334 voix pour contre 324, 10 voix près. Eh bien, face à la pression des agriculteurs, mais je pense en fait profondément face à la panique créée par l'effondrement de la logique de la globalisation dominée par l'Occident, l'effondrement de la logique même des traités de libre-échange. Les politiciens européens, y compris ceux qui sont confortablement assis à Strasbourg et à Bruxelles, commencent à se questionner et se disent que peut-être un énième traité de libre-échange n'est pas la bonne chose. On va y revenir, mais d'abord ce grand effondrement de l'ordre occidental qui donne raison à Emmanuel Todd, que l'on salue, qui sera bientôt sur nos ondes pour une nouvelle émission du Monde selon Todd. Eh bien, c'est la défaite de l'Occident et la défaite de cet Occident qui s'est voulu ultimement hégémonique. C'est la fin de 5 siècles de domination occidentale qui a commencé avec la Renaissance, les grandes découvertes, Christophe Colomb en Amérique, les révolutions scientifiques, les révolutions de l'imprimerie, des universités, du politique qui a été, dont le monde entier s'est inspiré, puis la domination économique du capitalisme occidental. Tout cela est en train de voler en éclats. Alors évidemment, les conséquences seront multiples, et bien spécifiquement en Europe et évidemment en politique française, puisque devant nous se profilent des élections municipales, législatives et surtout présidentielles. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ça se voit à Davos, hein, c'est saisissant, ça se voit dans les messages des uns et des autres, ça se voit dans les réunions faites en urgence. C'est une panique totale qui a saisi les chancelleries occidentales. Et le problème, pourquoi cette panique? Eh bien, c'est parce que ces chancelleries occidentales, les dirigeants occidentaux, les dirigeants des très très grandes multinationales, en particulier européennes, les dirigeants des États européens, évidemment, l'ensemble de la clique des hauts fonctionnaires et des dirigeants de la Commission européenne, eh bien, tous ces gens-là sont des globalistes et des atlantistes. Et c'est bien leur monde, celui qu'ils ont voulu, qui s'effondre selon tous les paramètres, et ils ne sont pas habitués à penser autrement.
On a là affaire à un cas classique qui s'est déjà produit de nombreuses fois dans l'histoire de l'humanité et récemment avec l'effondrement de l'URSS, c'est-à-dire qu'une classe politique qui dirige, une élite politique qui dirige un pays ou un empire ou un ensemble de pays, eh bien, est complètement arrimée aux normes, à la manière de faire la politique de cet empire, de ce groupement de pays, et est en grande, grande peine à s'en extraire. On peut, je pense, anticiper que ce sera que les années à venir seront un grand nettoyage des écuries d'Augias de la politique européenne, en particulier française, et spécifiquement, ce sera la nécessité de se débarrasser justement de tous ceux qui ont été atlantistes, globalistes, qui ont voulu ces traités de libre-échange, qui ont sabordé nos industries, qui ont sabordé notre souveraineté, qui ont sabordé l'indépendance de la France au niveau géopolitique mondial, comme l'indépendance des différents pays européens, et qui se sont systématiquement alignés sur Washington et qui ont systématiquement mené des politiques au service des intérêts tant géopolitiques qu'économiques des États-Unis. Évidemment, on pense au premier d'entre eux, à Emmanuel Macron, mais également à ses prédécesseurs François Hollande, euh, euh, Nicolas Sarkozy et tant de politiciens qui les ont accompagnés. Alors, il est intéressant de voir cela sous le prisme de l'intervention du Premier ministre canadien, qui a fait un incroyable discours à Davos. Alors, incroyable discours, pourquoi? Eh bien parce que Mike Carney, qui est le Premier ministre du Canada depuis mars 2025, est un libéral au sens anglo-saxon. C'est un sorte de centre gauche-droite animé de tous les bons sentiments, de l'atlantisme et de la globalisation et du wokisme, qui a d'ailleurs pu gagner avec le Parti libéral au Canada grâce à la victoire de Donald Trump et aux menaces qu'a fait peser, que continue à faire peser Donald Trump sur le Canada. Petit aparté, vous avez peut-être vu dans la communication débridée de Donald Trump, qui en soi-même demanderait des heures et des heures d'analyse, une de ses communications a été hier, cette photo qu'il a publiée avec un montage qu'a fait un de ses assistants, j'imagine, où on voit les dirigeants européens, canadiens, de l'OTAN, assis en face de lui en bons petits élèves. C'était quelque part en juin ou en juillet de cette année dans le bureau ovale, et il a modifié l'image qui était sur un tréteau à ce moment-là, et là il a mis une image avec le drapeau des États-Unis sur les États-Unis évidemment, mais assis sur le Groenland, mais aussi sur le Canada et évidemment sur le Venezuela. Bon, c'est ce qui explique aussi un peu la panique de tous ces gens-là. Et donc Mike Carney est donc du parti libéral de Justin Trudeau, hein, c'est la continuation de ces gens-là. C'est un ancien d'Harvard, c'est un ancien de Goldman Sachs. Ah, on n'est vraiment pas du tout. Après, il a été, alors oui, ancien de Goldman Sachs, puis il a été gouverneur de la Banque centrale du Canada et gouverneur, puis celle d'Angleterre. On n'est vraiment, vraiment pas face à un altermondialiste enragé. Et donc, son discours à Davos, c'est un peu comme une introspection qui a l'air sincère. Bon, je dirais un peu de mauvaise foi, on va y revenir, sur la complaisance coupable qu'ont eu les autres pays occidentaux, et donc le Canada, puisqu'il le représente, face à l'allié, au chef de l'alliance de l'OTAN, les États-Unis, qu'il qualifie maintenant de puissance irresponsable. Mais voilà, tous ces pays occidentaux, dont le Canada qu'il représente, eh bien, ce qu'ils dénoncent aujourd'hui à Davos, eh bien, les arrangeait depuis des décennies. C'était au service de la puissance aussi du Canada et des pays occidentaux. Et peut-être ce qui caractérise cette panique, eh bien, c'est l'incompréhension la plus totale d'être à son tour, eh bien, la victime de cet impérium américain, alors que
il se considérait dans le camp de l'Amérique, dans le camp de l'Occident, peut-être vassalisé, mais néanmoins. On ne peut pas nous faire ça à nous. Bien sûr, on peut le faire à la Yougoslavie, on peut le faire à la Serbie, on peut le faire à la Libye, on peut le faire à la Russie, on peut le faire à l'Ukraine, on peut le faire à l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie. Combien de pays La Somalie, enfin, c'est infini, la liste, le Venezuela, le Brésil, peu importe, la liste est extrêmement longue. Tant que c'était tous ces pays-là, là-bas, souvent des anciennes colonies, cet ordre-là et ces méthodes étaient bien acceptables. Alors bien sûr, avant Donald Trump, les élites politiques à Washington s'occupaient plus de l'emballage, du beau papier, des rubans. Tout cela a été présenté sous évidemment les atours de la défense de la démocratie, des droits de l'homme, de l'expansion du marché libre et non faussé. Bon, bien évidemment, c'était la domination brutale qui s'exprimait, mais que l'on acceptait à ce moment-là. Et on acceptait ce faux emballage. Et c'est ce que dit Mike Carney, donc le Premier ministre du Canada. Et qui se retrouve bien embêté. La coopération avec les États-Unis est telle que parfois certains systèmes d'armes ne fonctionnent pas sans l'accord des États-Unis. Pour le Canada, on parle du NORAD. Le NORAD, c'est le système de défense complètement en coopération entre les deux pays qui permet de surveiller le ciel au-dessus de l'Arctique et évidemment de l'hémisphère occidental, en particulier de l'Amérique du Nord. Pour le Canada, c'est très très compliqué. Et donc, un peu dans la panique, Mike Carney est allé la semaine dernière en Chine signer des accords de coopération avec Xi Jinping. C'est extraordinaire. Soyez en passant, au Kremlin à Moscou et à Beijing en Chine, aussi bien Poutine et les dirigeants russes que Xi Jinping et les dirigeants chinois doivent se demander mais qu'est-ce qui se passe en Occident. L'analyse pour eux est très compliquée également, sachant que l'un de leurs objectifs est évidemment d'éviter une confrontation généralisée, car de l'effondrement de structures aussi puissantes et vastes que le bloc occidental, en général, il peut s'en suivre des conflits, et des conflits très très graves. D'autant plus qu'il y a ici plusieurs nations nucléaires. Donc c'est intéressant, cette lucidité, ce réveil de Mike Carney est en train de se répandre un peu partout auprès des différents dirigeants occidentaux, mais les plus atlantistes, encore une fois, les plus globalisés. Même Madame von der Leyen parle de résistance maintenant face aux États-Unis, elle qui est tellement soumise et asservie, corrompue même par les États-Unis, parce que c'est bien de ça, c'est de cela qu'il s'agit. Tous ceux qui ont été Young Leaders à l'Atlantic Council, au German Marshall Fund, tous ces gens-là ont subi au minimum une corruption culturelle, si ce n'est morale, et parfois financière, de la part des États-Unis. Se rattraper aux branches est très très compliqué, et on va voir que c'est assez factice, puisque aussi bien Emmanuel Macron que Mark Rutte, le dirigeant de l'OTAN, ont envoyé, et on suppose les autres aussi, mais on le sait parce que Donald Trump a divulgué des communications privées. D'ailleurs, tel est prix qu'il croyait prendre. Emmanuel Macron se prend la monnaie de sa pièce. Il avait divulgué les discussions avec Poutine. Là, récemment, il avait divulgué, en se mettant toujours en scène de manière assez pathétique, une discussion au téléphone avec Donald Trump. Visiblement, Donald Trump, lors de cette conversation, semblait un peu fatigué. Peut-être qu'il était pris au réveil, ou le matin, ou au milieu de la nuit. Bon, il n'a pas beaucoup aimé. Donc Donald Trump a diffusé le message que lui a envoyé donc avant Davos à Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors que ses propres troupes, alors que lui-même dit il faut qu'on résiste aux États-Unis, il faut qu'on envoie des troupes au Groenland. On a envoyé 15
15 chasseurs alpins en Groenland. Alors que Madame Valérie Hayé se griffe la poitrine en disant « il faut résister aux États-Unis, nous devons nous unir », eh bien Emmanuel Macron envoie un petit message à Donald en lui disant « Quel fantastique travail tu fais en Syrie, nous sommes prêts à t'aider. En Iran, bravo, on a bien agi, on peut agir avec toi. » Mark Rutte donc le secrétaire général de l'OTAN, alors là, on est dans l'obséquiosité extrême. C'est celui qui appelait Donald Trump Daddy, hein, mon petit papa. Et il dit « Cher président Donald, ce que vous avez accompli en Syrie est incroyable. » On va y revenir. Hein. Quand on parle de ce qui a été accompli en Syrie, là, on parle de massacres de femmes, d'enfants par les djihadistes. Je ne sais pas de quoi il parle, mais bon, maintenant, ça, c'est incroyable. Parfait. Je vais utiliser mes moyens médias que j'aurai à Davos pour souligner votre travail là-bas, en Syrie, mais aussi à Gaza, où des dizaines de milliers de civils ont été massacrés. Des dizaines de milliers de civils. Toujours pas revenu sur ce dossier, mais c'est formidable. Et aussi ce que vous faites en Ukraine. Ah, mais je croyais que l'OTAN et l'Europe n'étaient pas contents de ce que faisait Donald Trump en Ukraine. Tartuffe. Et il écrit je m'engage à trouver une solution avec vous sur le Groenland. I'm committed to finding a way forward on Greenland. Et à côté, il faut semblant de résister. Bon, tout ça est évidemment... Excusez-moi, j'ai en plus attrapé un rhume en étant dehors à Strasbourg. Tout cela est évidemment parfaitement pathétique et montre en fait une incapacité à agir concrètement et que cette soi-disant union contre Donald Trump est en fait une farce. Chacun essaye de survivre, d'attraper une dernière bouffée d'oxygène en se montrant le plus obséquieux, le plus servile envers Donald Trump avant la grande marée et l'inondation définitive qui va s'en suivre. Car au moment où je vous parle, on l'analysera après, Donald Trump arrive à Davos, s'exprime avec toutes ses équipes et ça manque pas de sel. Hein. Je pense que là, la destruction définitive de l'ordre international sera quasiment actée, comme on l'avait prévu et prédit à Fréquence Populaire. Alors c'est toujours une prédiction parce que ça se passera en mars. En mars, ce sera la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU sera aux mains des États-Unis. Et comme les États-Unis sortent par part entier d'accords internationaux, de structures internationales, on pense que ce sera là la fin de l'ordre international, né de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire du système onusien qui en est à peu près à l'état de la Société des Nations telle qu'elle était dans les années 30, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais en apéritif avant l'intervention du grand Donald Trump, dont tout le monde lèche les pieds. D'ailleurs, j'allais oublier, j'espère que vous l'avez sûrement vu, ce moment incroyable la semaine dernière du prix de la paix. Le prix de la paix accordé à Donald Trump. Ah, ça fait en même temps que Madame Machado lui donnait son prix Nobel de la paix et que les Norvégiens du comité Nobel disaient mais ça se fait pas et que Donald Trump a reçu. Il a dit oui, ils auraient dû me le donner à moi, mais bon, je le prends, c'est extraordinaire. Donc il reçoit le prix de la paix, le prix de la paix qui est décerné par la FIFA. La FIFA, l'Association mondiale de football qui organise les Coupes du Monde. Bon, peut-être c'est un retour de service parce que le président actuel de la FIFA a reçu en septembre avec le président argentin Milei, avec le président français Emmanuel Macron, le prix du Global Citizen Global Citizen Award, le prix du citoyen globalisé par l'Atlantic Council, donc une des agences, une des officines américaines où ont travaillé un nombre assez impressionnant de nos hommes et femmes politiques, eh bien, était aussi accordé au président de la FIFA. Bon, on se demande le rapport.
Ah, peut-être que, comme le FIFA est aussi une organisation hautement corruptible, l'organisation de la Coupe du monde de football aux États-Unis, il y est peut-être pour quelque chose. On ne sait pas, on ne sait pas. On le saura plus tard. En tout cas, la FIFA, comprenant un peu qu'il faut avoir de très très bonnes relations avec Donald Trump et que Donald Trump doit être admiré comme le roi soleil, comme Louis XIV, ce qu'ont compris les Coréens du Sud, hein, c'est eux les premiers qui ont offert une couronne d'or lorsque et ça a été le prix de consolation pour Donald Trump quand il a rencontré Xi Jinping à Séoul il y a quelques mois et qu'il s'est fait écraser sur les guerres tarifaires par les Chinois. Donc les Coréens du Sud étaient malins, hein. Ils lui ont offert une couronne d'or. Et bien là, c'est le président de la FIFA qui offre une sorte de coupe du monde géante, des mains qui tiennent le monde comme ça, euh, et une médaille d'or que le président s'est immédiatement empressé de mettre sans aucune gêne, en disant hey, regardez, c'est moi, j'ai photo. J'ai la médaille d'or. Bon, c'est le premier à recevoir ce prix-là. Voilà, on est dans un grand ridicule. Donc chacun continue à sa manière, hein, pas avec autant d'or et de faste que la FIFA ou la Corée du Sud, d'essayer de complaire à Donald Trump. Ah, pas complètement, parce que Donald Trump, en préparation de la destruction complète du fonctionnement de l'ONU, a créé un conseil de la paix. Donc, vous pourrez lire les statuts, c'est assez intéressant. En fait, derrière le ridicule de la chose, c'est quand même pensé comme un nouvel ONU, mais qui est dominé par les États-Unis, présidé par Donald Trump, comme une sorte d'empereur qui décidera qui lui succédera. Et le ticket d'entrée, c'est 1 milliard, hein, parce qu'il faut payer. Voilà, c'est 1 milliard. 1 milliard. Alors, pour le moment, il a été rejoint par la Hongrie et par le Maroc, également organisateur de la prochaine Coupe du Monde. Peut-être qu'il y aura un lien ici à suivre, avec peut-être un fil de corruption généralisé, mais ça, on verra. La France, pour le moment, a refusé. Alors c'est pour ça que Donald Trump a diffusé le message d'Emmanuel Macron pour le ridiculiser un peu plus. Donc, je vous disais, dans ce concert, en apéritif, en préparation de ce que va nous dire et de ce que va faire Donald Trump et son équipe qui arrive avec plein de ministres, plein d'hommes d'affaires américains, ça va être vraiment... Physiquement, il veut montrer la domination sur tous ces petits autres occidentaux, tous ces vassaux, tous ces satrapes, que c'est bien lui le chef. Donc, Howard Lutnick était là en avance, hein, c'est quand même le secrétaire au commerce américain, c'est important. C'est celui qui a pré-négocié avec Mme von der Leyen, qui s'insurge aujourd'hui la capitulation de l'Union européenne face aux États-Unis lorsqu'elle a signé en juillet cet accord tarifaire. Hein. Je vous rappelle l'accord tarifaire, qui est plutôt une capitulation. Les États-Unis imposent 15% de tarifs de droits de douane à tous les produits venant d'Europe vers les États-Unis. Par contre, 0% des produits européens allant vers des produits américains allant vers les États-Unis, plus Mme von der Leyen s'est engagée à investir 600 milliards de dollars dans l'économie américaine, plus elle s'est engagée à acheter pour l'ensemble des pays européens 750 milliards de produits hydrocarbures américains, et puis l'ensemble des pays européens se sont engagés au sommet de l'OTAN de la haie de juin 2025 à augmenter leurs dépenses de défense à 5% de leur PIB en achetant du matériel militaire, évidemment, principalement américain. Alors, heureusement, la France, de ce point de vue-là, résiste. Donc, le secrétaire au commerce américain, Howard Lutnick, qui est donc à l'origine formelle de tous ces accords magnifiques que l'Union européenne, qui aujourd'hui, soi-disant, veut résister, a signé avec les États-Unis, a déclaré ceci. Donc je vous le lis. Ce que nous sommes venus ici pour dire, c'est que l'America First est un modèle différent, un modèle que nous encourageons les autres pays à envisager. Ça, c'est très très drôle. Et dans lequel nos travailleurs passent en premier. Il a étroitement lié la politique économique à la souveraineté, affirmant que les frontières et le contrôle des industries critiques sont fondamentaux pour l'indépendance d'une nation. Coucou Emmanuel Macron. Ah oui, c'est celui qui a vendu Alstom pour se faire élire en 2017.
à General Electric. Il a un petit peu participé aussi à la vente de Technip, d'Alcatel, et de quelques 1600 entreprises aux Américains. Visiblement, il n'a pas appris cette leçon que a professé Howard Lutnick à Davos. Lutnick a donc soutenu et souligné que les pays ne devraient pas délocaliser des secteurs industriels essentiels, comme les médicaments. Coucou Emmanuel Macron. Ah, eh oui, Sanofi. Sanofi envoyé aux États-Unis. Et les semi-conducteurs nient l'ensemble de leur base industrielle, avertissant qu'une telle dépendance, une telle attitude, eh bien, affaiblit quoi? Oh le gros mot, affaiblit la souveraineté. Évidemment, nous rions jaunes à fréquence populaire et avec tous ceux qui défendent la souveraineté en France depuis des années et des années, puisque c'était fasciste, c'était criminel, c'était même quasiment pro-Kremlin, pas défendre la souveraineté. Bon, voilà. On leur donne la leçon maintenant où notre souveraineté, elle, est considérablement entamée. Donc c'est là, c'est bye-bye la mondialisation. Voilà, c'est ça la conséquence. Bye-bye la globalisation telle qu'elle a existé jusqu'à maintenant. Ce qui fait que prend une importance encore plus grande tout ce que nous avons montré ici sur Fréquence Populaire, tout ce que j'ai pu écrire depuis des années sur les BRICS, sur le renforcement des BRICS, car cette pantalonnade généralisée est évidemment observée non seulement depuis Beijing en Chine ou Moscou en Russie, mais également en Indonésie, en Malaisie, en Iran, au Brésil, en Afrique du Sud, en Éthiopie, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite. Tous les pays qui sont membres des Turcs ou les pays qui veulent rejoindre, tous les pays qui sont membres des BRICS, pardon, parce qu'il y a la Turquie qui est entre les deux, et dont on va parler tout à l'heure, ou tous les pays qui souhaitent rejoindre les BRICS, eh bien, que finalement la raison et le nouvel ordre acceptable, c'est-à-dire hors de la domination occidentale, hors de la domination, hors des sanctions unilatérales imposées par les États-Unis, hors de la domination du dollar, eh bien, est en train de se construire et tout ce qui se passe actuellement l'accélère considérablement. La guerre en Ukraine a été un accélérateur. Ce qui s'est passé à Gaza a été un accélérateur. L'Iran est un accélérateur, mais là, ce qu'on voit à Davos, ce que tous ces pays voient à Davos, les réactions des Occidentaux, évidemment, ne les incite pas à faire confiance à cet Occident qui a été jusqu'à maintenant, bon an, mal an, le modèle culturel, le modèle scientifique, le modèle économique, le modèle civilisationnel d'une certaine manière. Tout cela est en train de s'effondrer et ces pays-là, eh bien, veulent un autre ordre. Eh bien, c'est ce que nous vous disions dès 15 ans, car c'est ce qui nous semblait se passer, c'était la manière dont se passaient les discussions, les prises de résolution. Eh bien, c'est la construction confirmée au sommet des BRICS de Rio de Janeiro. Nous étions aussi la confirmation de la construction, eh bien, d'un nouvel ordre mondial du Sud global. Hors Occident, auquel l'Occident pourra se joindre, mais selon les nouvelles normes et pas les anciennes normes de domination qu'a dénoncé bien tard le Premier ministre canadien à Davos. Alors, pendant que tout cela se passe, eh bien, il y a également une tragédie, une terrible tragédie dont nos médias ne parlent pas ou quasiment pas. Eh oui, il y a trop à suivre, hein. Vous savez, les médias de masse, ils sont focalisés sur jour après jour sur un sujet ou deux, un maximum, et puis on oublie très vite. Et on a du mal à mettre tout ça en cohérence, comme on essaie de le faire ici à Fréquence Populaire. Eh bien, c'est l'offensive lancée contre les Kurdes en Syrie. Donc depuis début janvier, depuis le 4 janvier, en commençant par les quartiers restés encore kurdes à Damas, mais surtout les deux quartiers kurdes à Alep, eh bien, les djihadistes du président de la Syrie,
nouvelle démocratique, en renouveau, qui est très très bien, qui sent bon sous les aisselles, et les djihadistes inclusifs, eh bien, ont lancé une offensive contre les Kurdes, une offensive d'une barbarie absolument sans nom. Après, bon, c'était pas une surprise, hein, c'était leur cible depuis le début, ça a toujours été leur cible. Et ils veulent se venger de ce qu'ont été les Kurdes du Rojava pour eux, c'est-à-dire ceux qui ont résisté à Daesh, à Kobané en 2015, quand toute la communauté internationale disait qu'ils étaient condamnés. Ce sont les Kurdes qui ont été le fer de lance de la coalition internationale, parfois avec les Russes, parfois avec les Américains, parfois avec nous, pour combattre Daesh et l'État islamique et le vaincre à Manbij, prendre leur capitale Raqqa, les aider et leurs frères kurdes avec la Golden Division et les Américains et les Français à prendre les djihadistes de l'État islamique à Mossoul en Irak. Ils ont été de tous les combats et maintenant ils sont abandonnés. Abandonnés de manière ignoble. Rappelons que ce sont ces gens-là, le nouveau président de Syrie, le djihadiste inclusif, bien taillé en costume à barbe propre, qui était il y a à peine un peu plus d'un an, 13 mois, poursuivi pour terrorisme aux États-Unis et dont la tête a été mise à prix à 10 millions de dollars. Et lui, il n'y a pas eu d'hélicoptère qui sont allés chercher à Damas pour l'emmener pour procès. Non, hop, c'est fini. Il n'y a plus. C'est plus un terroriste. C'est un gars bien. It's a great guy. It's a great guy. Nous a dit Donald Trump. Encore avant-hier, il a dit oui, c'est formidable ce que fait Al-Shara. De son ancien nom de guerre, Al-Julani, mais à l'époque, quand il s'appelait Al-Julani, il célébrait les attentats du Bataclan, au Bataclan, où il se vantait d'avoir décapité lui-même des soldats américains. Ouais, c'est bon. Mais c'était Al-Julani, donc on a changé de nom, on a mis un costume, c'est Al-Shara. Et Al-Shara, bien après, s'en est pris, il a dit que c'était pas lui, hein, c'était des djihadistes qui n'étaient pas sous contrôle, tout ça. Après, s'en est pris à avoir fait des exactions, des massacres, eh bien contre les chrétiens d'Orient, contre les Alaouites, contre les Druzes, et qui continueront contre tous ces groupes-là, eh bien, ça en prend maintenant de manière définitive, décisive, aux Kurdes. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'avant, il y avait une coalition internationale contre ces djihadistes. Eh bien, maintenant, les Kurdes sont seuls, abandonnés de tous. Et non seulement abandonnés de tous, mais les djihadistes inclusifs ont à leur main, ont un système, ont un État. La Syrie, quand même, ça sert, et sont financés à plusieurs centaines de millions de dollars par les États-Unis pour réaliser leurs grands objectifs. Donc voilà. Donald Trump a dit les Kurdes, il faut que vous signiez la paix, que vous rendiez les armes. Bon, sachant que la Turquie est à la manœuvre et qu'elle veut conquérir tout le reste du nord de la Syrie, écraser toute velléité d'autonomie, même kurde. Voilà, la situation est très très grave. Et quand je dis horrible, c'est vraiment horrible. On parle d'enfants traînés dans les rues jusqu'à leur mort, de femmes jetées par les toits, de combattantes qui n'ont pas eu la chance, entre guillemets, de mourir au combat et qui sont livrées à la barbarie des djihadistes. Les Kurdes sont en train de livrer une guerre existentielle. Ça va être très 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 difficile pour eux. Nous venons de sortir aujourd'hui un article assez long sur la question sur pop.media. Vous pouvez y aller pour le lire. Et donc on apprend par le message divulgué par Donald Trump que Emmanuel Macron me soutient à ce qu'il fait en Syrie, ainsi que Mark Rutte, l'OTAN. Quand bien même ces djihadistes ont fait des attentats terribles en Occident, en particulier en Europe. Et oui, Al-Shara a été reçu par Emmanuel Macron dans une grande ambassade à l'Élysée, comme il a été reçu à Washington. Voilà, c'est honteux, c'est tragique. Comme disait Churchill, on aura avec eux non seulement le déshonneur, mais on aura la guerre. Et le déshonneur, on apprend aussi dans ce message divulgué par Donald Trump que Emmanuel Macron dit qu'on
il peut faire avec les États-Unis de grandes choses en Iran, bon, dévoilant implicitement ce que l'on sait tous, l'ingérence occidentale, en particulier américaine, dans les événements en Iran, même s'il y a une véritable poussée populaire pour le changement de société en Iran. On y reviendra, on va faire une vidéo très spécifique sur l'Iran, ça nous a pris beaucoup de temps pour travailler dessus, pour faire quelque chose d'un peu sérieux, car il ne s'agit pas que du soulèvement légitime de femmes qui veulent enlever le voile. Ça existe, ça fait partie de la revendication. Il n'y a pas que des problèmes économiques qui sont aussi bien liés à l'impéritie économique des dirigeants iraniens que aux sanctions très lourdes qui s'abattent sur l'Iran. Il y a aussi des poussées indépendantistes, que ce soit justement les Kurdes, les Baloutches, ou les Baloutches, qui sont les Baloutches, qui sont entre l'Iran et le Pakistan, on reviendra là-dessus, et surtout les Azéris au nord, car comme avec la Russie, les fantasmes des néocons, eh bien, c'est de disloquer l'Iran en plusieurs morceaux, ou en tout cas lui arracher plusieurs morceaux, donner un bout, créer de nouveaux États, comme le Baloutchistan, ou prendre le nord, où il y a une majorité d'Azéris, rattachés à l'Azerbaïdjan, qui est allié à la Turquie, qui est allié à Israël. Bref, énormément, c'est très complexe. On reviendra là-dessus, ça prend beaucoup de temps d'expliquer de manière cohérente. En tout cas, une chose est claire, c'est que là aussi, les choses vont craquer, car il y aura une guerre en Iran. De nombreuses forces américaines sont arrivées ou sont en voie de concentration dans les mers qui entourent de loin l'Iran, donc de la Méditerranée orientale à la mer Rouge, à l'océan Indien. Les bombardiers arrivent, les ravitailleurs arrivent, tout ça, ce n'est pas pour rien. Netanyahou souhaite une guerre qu'il considère comme existentielle. Donc on reviendra dans la vidéo, mais juste pour vous le dire, ça fait partie de l'effondrement de l'ordre mondial. Le détroit d'Ormuz sera évidemment menacé par l'Iran, c'est-à-dire un chaos total dans l'économie mondiale si jamais il était bloqué. Et enfin, je voudrais venir sur le plus grave peut-être. Et oui, parce que tout ça a l'air terrible, oui, parce qu'il y a le Venezuela, évidemment, mais bon, on en a déjà parlé, et tout ça, le Venezuela, j'ai déjà oublié, mais il y a tellement de choses. Mais le plus grave, et c'est ce qui arrive le mois prochain, ce sera la fin de l'accord START sur le contrôle des armements nucléaires. Donc, tant que l'Union soviétique existait, la menace d'une destruction mutuelle a finalement permis, avant l'effondrement de l'URSS, et puis qui s'est prolongé avec la Russie naissante des années 90, de mettre en place des accords de contrôle des armements, des limitations, des antimissiles, des dispositifs pour que chacun puisse voir ce que fait l'autre, où sont ces installations nucléaires, où sont ces avions, ces bombardiers stratégiques, qu'est-ce qui vole dans le ciel. C'est l'accord Open Sky, accords dont sont déjà sortis les États-Unis, tous les accords. L'accord, c'était Bush qui a commencé avec l'accord antibalistique, qui a permis aux Américains de mettre en place ce système antibalistique en Roumanie, en Pologne, avec les radars en Tchéquie, qui a fait que les Russes ont développé de nouvelles armes comme le Releshnik. Bon, on voit déjà où cela mène, mais ça sera encore pire si les accords START prennent fin, car là, ce sera sans contrôle. Plus de contrôle. Liberté complète de gestion des stocks d'armement, de production de ces armes nucléaires. Et c'est d'autant plus dangereux que, évidemment, l'Occident, et même Donald Trump qui essaie de se mettre d'accord avec la Russie, est en tension avec la Russie. Il y a encore, dans les jours qui ont précédé, un autre navire a subi un acte de piraterie, puisque c'est de ça là dont il s'agit. Un navire russe a été arraisonné par les Américains. D'autres navires ont été attaqués par des drones ukrainiens, que ce soit des navires kazakhs, des navires turcs. On rentre réellement dans un grand n'importe quoi. Or, l'ensemble du commerce mondial repose surtout sur les transports maritimes. On a vu ce que les Houthis pouvaient faire, dérouter 25%, rien que les Houthis,
25% du commerce mondial. Alors imaginez si le détroit d'Ormuz était touché. En tout cas, les États-Unis sont dans une situation conflictuelle encore, évidemment, avec la Russie. Et les États-Unis ont, eux, une doctrine nucléaire de frappe en premier. Et c'est là qu'est le souci. S'il n'y a plus aucun contrôle, la croyance en la parole américaine étant très très limitée, et pour cause du côté du Kremlin, avoir un adversaire changeant, erratique, en plus à sa tête un dirigeant comme Donald Trump, avec une doctrine de frappe en premier, eh bien, elle rend les choses très dangereuses et peut inciter à son tour de frapper en premier. Et oui, c'est la conséquence. C'est pour ça que cette modification de doctrine qui a été menée par différents présidents depuis Bill Clinton est une tragédie pour l'ensemble de l'humanité. Car il y a la théorie absurde qu'une frappe bien organisée, bien coordonnée pourrait définitivement détruire un des adversaires comme la Russie ou la Chine avant qu'il n'ait le temps de faire une frappe de représailles, ce qui est absurde, d'autant plus que la Russie s'est dotée d'armes telles que l'Oreschnik ou les missiles Zircon qui équipent des hypersoniques, donc, qui équipent déjà de nombreux vaisseaux de la flotte russe, et donc étant eux-mêmes des vecteurs potentiels nucléaires, on voit mal comment une première frappe éventuelle nucléaire américaine pourrait apporter une défaite de la Russie. C'est évidemment totalement absurde, mais voilà, s'il n'y a plus d'accord START, eh bien, ce sera un grave problème. Alors peut-être vous vous souvenez, pour ceux qui nous suivent, en août, on avait analysé ce qui s'était passé à Anchorage. Finalement, on peut revenir à nouveau sur cette vidéo, on ne s'était pas trop trompé. Et je vous disais que, à mon avis, ce qui était surtout discuté, eh bien, c'était l'Arctique et la situation en Groenland, évidemment, mais qui n'en est qu'un élément. Après, c'est quel partage des richesses de l'Arctique et aussi les accords START. À mon avis, ce sont les deux grands sujets principaux de discussion avec la Russie, entre Washington et Moscou. Évidemment, les zones d'influence qui viennent en logique derrière ces deux sujets, mais ce sont là les deux sujets. Et pour les Européens, eh bien, la situation est claire. Encore une fois, les Américains ont dit qu'ils prendraient le Groenland, malgré les manifestations que vous avez pu voir la semaine dernière. Alors, nombreuses, pour un pays de 57 000 habitants, je parle du Groenland. Néanmoins, il s'est affirmé maintenant de manière tellement ouverte, répétée par différents responsables, que ce soit Marc Rubio, J.D. Vance, Miller, qui est tête pensante de Donald Trump, enfin l'idéologue Donald Trump lui-même, Pete Hegseth, et même des militaires américains qu'on voit mal comment la puissance américaine, dans une logique où elle montre ses gros bras, reculerait. Donc c'est l'équation avec laquelle il va falloir travailler. La menace n'est pas venue de l'Est, mais de l'Ouest, et la conquête d'un territoire européen majeur va être faite par ceux-là même auxquels nos dirigeants européens se sont inféodés. Évidemment, cela ne peut conduire qu'à une explosion politique majeure en Europe. Et c'est ce qui va se passer, et on reviendra avec vous là-dessus. Voilà, c'était une analyse globale de ce qui se passe en ce moment. On vous donne rendez-vous très très vite, les choses vont s'accélérer. Merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous êtes arrivé jusqu'ici, que vous ne l'avez pas fait encore, n'oubliez pas de liker, de commenter. Certains d'entre vous ont des analyses remarquables et on suit ce que vous dites et ça nous intéresse et ça nous aide à faire le travail que nous faisons. Également, partagez cette vidéo ainsi que les autres. Je vous rappelle que nous avons pour notre indépendance, si vous êtes abonné sur YouTube ou vous regardez peut-être cette émission, abonnez-vous également sur TikTok, sur Instagram, sur Telegram. Ce sont des réseaux sociaux qui appartiennent à différentes puissances géopolitiques. Pourquoi je vous dis ça encore plus qu'avant? C'est que ces conflits vont entraîner des limitations d'expression. C'est très clair, ça se passe, la manière dont ça se passe actuellement en Europe. Donc,
un jour tel ou tel réseau social sera coupé, eh bien, si vous êtes abonné à Fréquence Populaire sur un autre, eh bien, vous pourrez basculer sans trop de difficultés et nous, ça nous soutient. Voilà. Donc, même si vous êtes abonné quelque part, faites l'effort, s'il vous plaît. Allez sur Instagram, sur TikTok, sur Telegram, sur YouTube, sur Facebook, abonnez-vous. Et également, vous pouvez aller sur notre site où vous trouverez des articles écrits, fpop.media, c'est notre portail média. Il n'y a là aucune publicité, ça nous appartient en propre. Il vous suffit de renseigner un email, vous avez accès à nos analyses qui sont parfois plus détaillées. L'écrit permet des choses que l'oral ne permet pas, en particulier sur l'EuroJava. Vous pouvez voir ça, ce qui se passe actuellement, on l'a sorti aujourd'hui. Et également, vous pouvez nous aider si vous le voulez, ça n'est pas obligatoire, que ce soit sur le portail fpop.media, eh bien là, vous pouvez prendre un abonnement qui est bénévole, encore une fois, qui commence à 2 €, donc un café par mois, pour nous soutenir dans ce que nous faisons. Vous pouvez aller sous l'ensemble de nos vidéos, comme celle-ci, sur notre page Tipeee ou Stripe et y faire un don qui est défiscalisé. Je vous rappelle que vous pouvez aussi devenir sociétaire pour 150 €. Là, vous participez à la construction du média. Et quand on mettra ça en place, eh bien, vous serez inclus dans la réflexion sur l'éditorial. 150 € qui sont défiscalisés à 66%, comme l'ensemble des dons que vous faites pour Fréquence Populaire, si bien sûr vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu. Je vous remercie encore une fois et on vous donne rendez-vous à très très bientôt. Bonne journée à tous et comme le disait Donald Trump en septembre à l'ONU, good luck to all.